Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon bilan lecture du mois d'octobre et changement de cadre parce qu'en fait en ce moment avec l'hiver il fait trop sombre pour que je filme dans la chambre. Donc je pense que voilà, pour les prochains mois je risque de filmer assez fréquemment ici. Mais c'est parti. Pour une fois on va commencer par les livres que j'ai en papier puisque tout simplement c'est la minorité des livres que j'ai eu ce mois-ci. Sinon j'ai beaucoup lu en numérique ou en livre audio. Donc c'est parti. J'ai lu, je vérifie, je crois que j'ai lu 9 livres ce mois-ci. Le premier que j'attrape c'est un livre que j'ai beaucoup aimé et c'est Le Familier de Lee Bardugo, donc The Familiar en VO, publié aux éditions Sabran. D'ailleurs, mention spéciale parce que pour une fois, je dois avouer que je suis très très satisfaite de la traduction, je l'ai trouvée. Alors, je ne me suis pas reportée au livre original, donc je pourrais pas vous dire si c'est vraiment 100% fidèle, mais j'ai trouvé qu'on ressentait bien la plume de Lee Bardugo et j'ai pas vu de formulation bizarre qui m'a interpellée plus que ça. Donc voilà, et j'ai vraiment trop aimé. Pour parler du résumé, ça se passe, je vérifie, donc je crois que c'est au XVIe siècle à Madrid et on y suit une jeune fille de cuisine qui s'appelle Ludia Cotado et qui utilise sa magie pour venir à bout de ses corvées. Sauf que eh bien, la maîtresse de maison va découvrir ses pouvoirs et ça va entraîner quelque chose d'assez dramatique puisque cette maîtresse de maison va vouloir utiliser les pouvoirs de Ludia pour redorer son image et essayer d'améliorer son statut dans la société. Sauf qu'à force d'exécuter ses tours en public pour satisfaire eh bien, la maîtresse de maison, Ludia va se faire repérer par le premier secrétaire du roi qui va être tenté de l'utiliser pour obtenir un avantage stratégique dans son rapprochement du pouvoir. Et donc Ludia va être plongée dans un monde d'hommes et de foi et d'escrocs aux côtés de Guillen Santandrel, un immortel à la sinistre réputation qui l'aidera à parfaire sa magie. Terrifiée à l'idée que ses origines, c'est dur à dire, juives, soient révélées à l'Inquisition, elle devra utiliser toute sa ruse si elle espère survivre aux intrigues de ce monde où la corruption se cache sous la moindre feuille d'or. Et franchement, j'ai beaucoup aimé tout le système de magie qui était assez original, j'ai aimé la manière dont c'était fait et j'ai trouvé très intéressante aussi les discussions sur les différentes religions et la magie propre à chaque religion et puis toutes ces discussions sur le fait de vouloir imposer sa foi. J'ai trouvé que c'était très bien fait et justement dosé pour pas que ce soit rébarbatif et que ça se mélange très bien à l'intrigue politique, à l'intrigue magique et à la romance qu'il y a aussi dans ce livre-ci parce que je trouve que c'est une des forces de Lee Bardugo de créer des romances avec beaucoup de tension et c'est encore le cas dans celui-ci. J'ai vraiment trouvé une vibe un petit peu à la case et Inej, donc voilà. C'est un livre qui est assez long, j'ai vu beaucoup d'avis qui disent qu'ils considèrent qu'il se passe rien dans le livre. Moi pas du tout, en vrai j'ai été très prise dedans et j'ai pas vu les pages défiler malgré l'épaisseur du livre qui fait quand même quasiment 500 pages. Donc voilà, je pense que ça va être propre à chacun, mais si vous avez aimé les livres de Lee Bardugo, c'est-à-dire quasiment tous, moi j'ai tout aimé, j'ai aimé Grisha, j'ai aimé Six of Crows et j'ai aussi aimé Hellbent, donc la 9e maison. Je pense que vous aimerez celui-ci, mais voilà, c'est un petit peu plus lent que certains de ses récits, mais moi je trouve ça génial. Ensuite, j'ai lu Sing Me to Sleep de Kaylin Byron. Celui-ci, je l'ai lu dans le cadre du dernier vlog que j'ai sorti parce que quand j'aime pas un ou une auteure, j'essaye toujours de lire 2 de ses ouvrages pour voir si c'est vraiment son style d'écriture qui me pose problème ou si c'est juste ce livre-ci qui m'avait pas convenu entre guillemets. Et vraiment, je pense qu'avec Kaylin Byron, juste ça ne fonctionne pas. C'est encore une fois un retelling de contes. Donc le premier Cinderella is Dead que j'avais vraiment pas aimé était un retelling de Cendrillon. Celui-ci c'est un retelling de Blanche-Neige. Et j'ai aimé la partie assez libre d'interprétation sur l'histoire originale où on vient prendre certaines parties mais le reste est assez libre. Et ça, je trouvais que c'était assez bien fait. Le système de magie, l'histoire qu'elle a construit en s'inspirant de certaines choses de Blanche-Neige, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai été assez happée, franchement, au début, je me suis dit que ça pouvait vraiment me plaire. Mais plus on avançait dans l'histoire et plus j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses qui pêchaient. J'ai pas réussi à être prise notamment dans la romance. J'ai trouvé que à chaque fois, les personnages manquaient de quelque chose pour que j'arrive à m'attacher en fait, à leur histoire, à leurs sentiments. Et surtout, j'ai trouvé que le personnage principal était particulièrement égoïste, c'est-à-dire qu'elle est prête à ce que tout le monde meure autour d'elle si ça lui permet d'accomplir sa mission à elle. Et voilà, j'ai trouvé que c'était assez énervant, surtout que pour le coup, tout le monde lui dit qu'elle met les autres en danger et de manière assez égoïste, elle ferme complètement les yeux là-dessus. Et du coup, c'est très frustrant parce que moi, c'est pas ce que j'aime voir, en fait, qu'il y ait des morts au sein d'une bataille pour le bien commun, entre guillemets, bien sûr, mais qu'elle fonce toujours très égoïstement en mettant tout le monde en danger. Je trouvais que c'était très frustrant et c'est pas le genre d'héroïne qu'on a envie de suivre. En plus, elle est très sûre d'elle, mais trop sûre d'elle, en devenir un petit peu énervant. Et puis voilà, j'ai trouvé qu'il y avait des retournements de situation qui étaient pas fous, même si il y en a certains qui m'ont plu. C'est un tout qui fait qu'à la fin,
ben, je ressors pas autant happée que ce que j'aurais aimé. Je vois toujours le potentiel avec les livres de Kailyn Barron, mais c'est jamais pour moi aussi bien que ça pourrait l'être. Donc je pense que je vais abandonner parce que c'est toujours des 3 étoiles ou moins. Donc tout simplement, je pense que c'est pas fait pour moi. Et pour parler du résumé, on y suit, enfin ça se passe dans un royaume où en gros, il y a la famille royale et la famille royale a des pouvoirs, sauf qu'en face, il y a une entité maléfique qui vient accorder des vœux aux gens, sauf que et un des points, ça m'amène à un des points qui m'a dérangé, il va toujours essayer de tourner le vœu de manière à ce que ce soit négatif. C'est-à-dire que la personne qui ait fait ce vœu ne gagne pas ce qu'elle avait envie de gagner. C'est toujours comme ça, il n'y a jamais personne qui a réussi à obtenir ce qu'il voulait vraiment. Ça va être par exemple prendre le vœu littéralement de manière à en changer complètement le sens, ou d'aller détourner son sens pour que ça se retourne contre la personne. Donc ça va être, si tu veux plein de richesses, ça va être te transformer intégralement en or. Si tu veux que ta mère revienne à la vie, ça va être juste réanimer son cadavre. Si tu veux avoir la plus belle voix du royaume, ça va être te transformer en oiseau, tout ça. C'est-à-dire que les gens le savent. Alors, il y a ce côté, ils y vont seulement quand ils sont extrêmement désespérés, mais il y a ce truc de se dire, ils continuent d'essayer, malgré le fait que ça ne fonctionne jamais, sachant qu'en plus, qu'ils ont une reine et toute leur royauté, en fait, qui est très à l'écoute et qui essaie de tout faire pour ses citoyens. Du coup, je trouve que ça dénotait un petit peu avec ce côté, on va toujours aller voir cet homme-là, ce démon, qui va tout tourner dans le mauvais sens, alors que les personnes en charge du royaume sont toujours prêtes à leur apporter leur aide. Du coup, j'ai trouvé qu'il y avait des trucs qui manquaient un petit peu de cohérence comme ça, et il y avait des choses qui, du coup, n'étaient pas très légitimes. Mais pour revenir à mon explication, donc il y a ce truc-là, ce monstre horrible, ce chevalier, entre guillemets, qui pose plein de problèmes dans le royaume. Et nous, notre personnage, c'est la princesse héritière. Elle vit un petit peu cachée, elle vit très protégée, jusqu'au jour où, en gros, à l'approche du 17e anniversaire de notre personnage principal, il semble se passer de plus en plus de choses dans le royaume, le chevalier devient de plus en plus présent, et elle va faire la rencontre du messager du chevalier, qui est un jeune homme avec qui, voilà, elle va commencer à discuter de plus en plus, jusqu'à apprendre une vérité assez choquante sur son passé, qui va un petit peu tout changer. Voilà, je vous en dis pas plus, mais pas le genre de réécriture que je vous conseillerais pour le coup. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu et que j'ai avec moi, c'est celui-ci, Inoubliable, le tome 2 de Fabien Toulmé. J'adore ce concept, puisque c'est à chaque fois différents témoignages. Je crois qu'on a 5 témoignages par tome, des témoignages sur plein de sujets différents qui sont retranscrits sous le format de BD. Et je trouve que c'est un format qui fonctionne énormément parce que la plume et le dessin du dessinateur et de l'illustrateur, bref, qui est la même personne, Fabien Toulmé, arrive parfaitement à retranscrire toutes les émotions et chaque message qui veut être transmis en fait dans chaque histoire. Là par exemple, on a comme histoire une vie qui n'a tenu qu'à un fil, un amour qui devient piège, un musicien transformé par sa mission en EHPAD, un coming out douloureux mais salvateur, un photographe que rien ne prédestinait à combattre sur le front ukrainien, 5 histoires vraies, 5 témoignages inoubliables. Donc à chaque fois c'est basé sur des histoires vraies et j'ai trouvé celui-ci tout aussi bien que le tome 1, c'est encore une fois un 5 étoiles parce que voilà, c'est plein de tranches de vie autour de sujets hyper intéressants et je trouve que c'est toujours très juste. Voilà. On passe au livre que je n'ai pas avec moi et les 2 prochains dont je vais vous parler sont encore une fois des livres que j'ai mentionnés dans mon vlog, mais là c'était mon vlog lecture horreur et le premier c'est The R, je pense que ça se prononce comme ça, de David Sodergren. Je regarde ici parce que c'est là que j'ai mon iPad avec toutes mes lectures. Celui-ci, le résumé était trop bien puisqu'on y suit une jeune femme, absolument l'inverse, une vieille dame très âgée qui vit sur cette petite île, je ne saurais plus vous dire si c'est irlandaise ou écossaise, mais elle vit sur son île et c'est tout ce qu'elle a adore vivre ici, sauf qu'il y a des manias en fait de l'immobilier, des hommes ultra riches, enfin un homme surtout ultra riche, qui vient et qui décide qu'il va vouloir acheter toute cette île pour construire dessus. Donc petit à petit en fait il vient acheter les biens de tous les gens qui vivent sur cette île jusqu'à les forcer à vendre, si ça va être venir avec un bulldozer, ça va être incendier leur maison pour les forcer à sortir parce qu'il est tellement riche qu'il peut se permettre d'acheter absolument tout le monde, y compris la police. Et notre personnage principal, elle sait plus quoi faire, elle est complètement démunie et un jour en étant sur la plage, elle va tomber sur une créature qui sort de l'eau, une créature un peu bizarre qui petit à petit va prendre une forme qui lui est familière et donc petit à petit notre personnage principal va se lier avec cette créature qui va être prêt à tout pour protéger notre héroïne, y compris à décapiter tout le monde. Voilà, je préfère vous le dire tout de suite parce que c'est ultra gore pour le coup, il y a des scènes très trash, très hardcore, mais c'est dans le gore, c'est pas dans le sursaut, ça va pas être des trucs, des jumpscares ou quoi que ce soit, mais ça va être beaucoup dans le gore, l'ultra explicite, le très 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 sanglant, donc il faut aimer, moi c'est ce que j'aime bien parce que ça me fait plus rire qu'autre chose et du coup ça me fait moins frissonner que peuvent le faire d'autres trucs, mais j'ai aimé
ce côté de cette créature qui change de forme, qui s'en prend aux gens de manière très crue. Et j'ai adoré aussi le fait qu'elle se lie d'amitié, d'amour, on ne sait pas, avec cette vieille dame et ils forment une alliance assez cocasse, on va dire. Et d'ailleurs, je pensais que c'était un roman très connu, publié il y a longtemps, parce que la couverture me donnait cette vibe, mais pas du tout, c'est un livre auto-édité, voilà. Ensuite, j'ai lu And Then I Woke Up de Malcolm Devlin, pareil, que j'ai beaucoup aimé. Les deux dont je viens de vous parler, là, celui-ci et celui d'avant, c'est des 5 étoiles parce que c'est des livres qui m'ont procuré exactement ce que je cherchais, c'est-à-dire des frissons. Et celui-ci, ça se passe dans un monde où de ce qu'on a l'impression, il y a eu une sorte d'apocalypse zombie. Donc ça a commencé un jour et du jour au lendemain, des zombies ont commencé à se propager et les gens essayent de se protéger. Nous, on y suit des personnages qui sont dans une sorte... On ne sait pas si c'est un hôpital psychiatrique ou une maison pour se réhabiliter, mais on sait que c'est des gens qui ont eu des problèmes, qui sont là pour se remettre, se réhabiliter. Et donc, on va essayer de découvrir ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que pendant cette apocalypse zombie-là, eux, ils sont dans cet établissement? Qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai beaucoup aimé le retournement de situation. J'ai trouvé que c'était très bien fait et du coup ça apportait une dimension hyper intéressante et c'était une manière d'explorer le sujet des zombies d'une façon que moi j'avais jamais vue auparavant, ce qui est assez compliqué parce que le sujet des zombies est vu et revu et là j'ai trouvé que c'était fait de manière très originale, j'ai beaucoup aimé. On enchaîne avec un livre que je n'ai pas du tout aimé, c'est The Teacher de Frida McFadden. J'ai découvert que je le prononçais super mal ce nom, à chaque fois je dis Frida McFadden, c'est Frida McFadden, donc il faut que j'arrive à bien le prononcer, je vais essayer de me forcer. Pour ce qui est du résumé de celui-ci, on y suit plusieurs personnages. On va y suivre un couple de professeurs, une femme et un homme, et une jeune fille. Ils sont tous dans la même école. Eux, c'est les deux professeurs dans cette école, et elle, c'est une jeune fille. On sait qu'il s'est passé quelque chose avec un autre professeur l'année dernière, et cette jeune fille est un petit peu mal vue maintenant dans l'établissement. Elle n'a pas trop d'amis, elle est assez isolée. La femme du couple de professeurs, elle se sent hyper délaissée, elle a l'impression que son mari la regarde plus, elle essaye de créer des liens mais ça marche pas. Et ce mari-là, qui est professeur de littérature anglaise, je crois, va commencer à s'intéresser de plus en plus à notre jeune fille, à l'étudiante, à lui proposer des moments un petit peu en tête-à-tête pour parler de poésie, tout ça. On se doute qu'il se trame quelque chose de pas très sain, mais... Je sais pas si je fais une partie spoil, je pense que je vais faire une partie spoil pour pouvoir vous expliquer en profondeur pourquoi est-ce que j'ai pas aimé. Là, on reste dans la partie sans spoil. J'ai trouvé, et c'est ce qui m'énerve beaucoup dans certains thrillers, quand on fait un plot twist qui délégitimise tout ce qui s'est passé auparavant et qui n'est absolument pas cohérent. C'est-à-dire que là, dans The Teacher, je vous expliquerai pourquoi ensuite dans la partie spoil, mais on va faire un plot twist qui fait que tout ce qui s'est passé avant ne peut pas s'être passé de cette manière-là, sinon ça n'a aucun sens. Et moi, ça me frustre parce que ça fait vraiment l'impression qu'elle a fait tout son livre sans avoir planifié la fin et qu'ensuite elle s'est dit c'est pas grave, ça fonctionnera quand même, mais ça fonctionne pas. Et je trouve ça pire si c'était prévu dès le début d'avoir ce plot twist parce que pour moi, ça n'a pas de sens et ça fait un très mauvais thriller. Alors je sais qu'il est plutôt bien noté, donc peut-être qu'il y a que moi que ça dérange, mais j'ai été très déçue. On passe à la partie spoiler, donc je vous mets le petit timecode de quand je finis de vous expliquer pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas. Donc voilà, partez si vous voulez pas vous faire spoiler. Pour vous expliquer maintenant avec les spoils, en gros, pour vous expliquer l'intrigue du coup de A à Z, on y découvre que le mari de la professeure, là, qui lui aussi est prof, décide de commencer une relation avec cette jeune fille, qui est très crédule, qui sait pas trop quoi faire, donc elle va se mettre avec lui. Va y avoir un truc elle va le pousser à assassiner sa femme. On pense qu'elle est morte, finalement elle n'est pas vraiment morte. Elle se réveille dans le cimetière parce qu'en fait, finalement ils l'ont pas vraiment tué et tout. Le mec, qu'est-ce qu'il fait? Déjà, il tue à deux, donc lui et la jeune fille, ils tuent sa femme ensemble. Qu'est-ce que fait le mec? Il décide de la balancer, elle, la jeune fille. Mais si tu la balances, elle, tu te doutes bien qu'au bout d'un moment, elle va dire ce qui s'est réellement passé et qu'ils vont bien se rendre compte que ton histoire, elle tient pas la route et que tu es aussi impliqué. Je comprends pas le truc de... Rien que venir dire c'est elle qui a fait le coup quand vous étiez ensemble et que du coup, avec son témoignage, elle peut complètement prouver que tu étais là aussi. J'ai trouvé que c'était complètement stupide parce que ça n'a aucun intérêt de construire ça comme ça. En plus, finalement, elle n'est pas morte. Et qu'est-ce qu'on découvre au fur et à mesure? Donc, elle y va, son mari va finir par mourir, machin, mais la police pense qu'il est juste parti. On découvre quoi? Parce que cette femme-là, je ne sais pas du tout si je suis claire dans mes explications, cette femme-là, l'épouse, elle avait une liaison avec quelqu'un qui travaillait dans un magasin de chaussures, ok? On ne connaît pas trop son nom, on ne connaît pas trop son passé, on est censé penser qu'il est marié avec des gosses, mais finalement non. Qui est-ce qu'on découvre à la fin? Que ce mec-là, c'est le meilleur ami de l'étudiante. Voilà, avec qui elle avait commencé à avoir une relation. Donc en gros, depuis le début, la femme, elle est en mode ouais, quand elle découvre que son mari, c'est un pédophile, elle est là, mon Dieu, mais quelle horreur, mais c'est fou, mais comment hostile, machin, il est vraiment mal dans sa tête. Tout ça pour elle soit en couple, enfin en liaison plutôt, avec un mec du même âge
que la fille avec laquelle son mari à elle avait une liaison. Donc elle est tout aussi pédophile que lui en fait, et je n'ai pas compris. Et puis en plus il y a tout ce truc de, pour vous expliquer, quand il y a la scène de meurtre au cimetière, donc la femme adulte, elle s'est fait zigouiller, enfin soi-disant, elle est enterrée sous un tas de feuilles, déjà qui enterre sous un tas de feuilles, enfin m'expliquer, elle est enterrée sous un tas de feuilles, et la gamine là, elle se fait abandonner après le meurtre par le mari. Du coup, elle appelle son meilleur ami, qui vient la chercher à 3h du matin. Donc le mec vient la chercher, et elle, quand elle émerge de son tas de feuilles, qui est-ce qu'elle appelle? Le même mec. Donc le même mec, il a eu le temps, dans la même nuit, de venir chercher sa meilleure pote, revenir chercher son amante, impossible. Franchement, c'est impossible. Ou alors, on va vraiment falloir m'expliquer comment faire, parce que c'est impossible. Et puis surtout, tout le principe de, elle est ultra choquée parce que son mari se tape une mineure, alors qu'elle fait exactement la même chose. J'ai pas compris l'intérêt de ce plot twist, en fait. Je veux dire, elle aurait très bien pu s'en sortir, et ça aurait été moins nul que si elle avait rajouté ce retournement de situation-là, où son amant, c'est lui aussi un mineur. Bref. Beaucoup d'explications, mais tout ça pour vous dire que franchement j'étais extrêmement déçue. J'aime beaucoup de livres de Frida McFadden, mais alors celui-ci ça sera définitivement pas dans mon top 3. Ensuite, j'ai lu un autre livre assez court, toujours d'horreur. J'ai lu Graveyard Shift de M.L. Rio, qui est l'autrice, parce que j'ai découvert que c'était une femme, j'étais persuadée que c'était un homme, mais pas du tout, qui est l'autrice de If We Were Villains, que j'avais beaucoup aimé, je l'avais lu il y a quelques années, et j'avais trop envie de découvrir celui-ci. Est-ce que je vous ai... Oui, je vous ai donné tous les résumés quand même jusqu'à présent, c'est bien, pour une fois je m'en sors. Graveyard Shift, on va y suivre plusieurs personnes d'horizons un peu différents qui ont l'habitude de se retrouver dans la seule zone où ils peuvent fumer un petit peu librement, parce qu'en gros ils sont dans une ville assez universitaire, donc ils peuvent pas fumer où ils veulent. Donc souvent ils se retrouvent la nuit pour fumer une clope tous ensemble. Ils viennent d'univers un petit peu tous différents, et ils se retrouvent dans ce cimetière-là. Une nuit, ils vont voir quelque chose d'un peu bizarre, et donc ils vont décider d'enquêter. J'ai bien aimé certaines choses, j'ai trouvé qu'il y avait des aspects un peu intéressants. Je peux pas trop vous en dire parce que comme c'est un livre très court, je vais très vite partir sur du spoil et c'est pas l'intérêt, mais j'ai trouvé qu'il y avait des choses assez intéressantes. J'ai aimé l'aspect, on va partir sur des expérimentations. Je rentre pas plus dans les détails parce que sinon vraiment je vais vous spoiler, c'est pas l'objectif. J'ai bien aimé qu'on ait des personnages assez différents avec tous leur propre personnalité et qu'on arrive à voir chacune de leurs personnalités sur un nombre de pages qui est très court, parce que je crois que c'est moins de 100 pages, un truc comme ça. Par contre, j'ai été assez déçue par la fin parce que, encore une fois, c'est une fin ouverte. Moi, vous le savez, c'est pas pour parler de la qualité du livre, mais c'est juste que personnellement, c'est un truc que j'aime pas, les fins ouvertes, surtout sur des formats courts comme ça. J'ai trouvé qu'il y avait plein de pistes assez intéressantes qui étaient explorées au fil de l'intrigue. Il y avait des questions hyper cool qui étaient mises en avant, mais pour autant, la fin m'a frustrée parce que j'aurais voulu avoir des réponses à mes questions, et c'est toujours le même principe avec une fin ouverte, c'est que c'est à moi de décider ce que je veux que la fin de l'intrigue soit, et ça m'énerve. J'ai besoin qu'on me le dise. Donc bon, très personnel, un peu sur ma faim, j'ai lu des nouvelles qui étaient mieux que ça, c'est-à-dire que par exemple sur les 3 que je vous ai mentionnés dans cette vidéo, c'est pas celle que je vous conseillerais sur les 3. Ensuite, on passe à 2 services presse que j'ai eu sur NetGalley, donc merci à NetGalley et merci aux maisons d'édition de m'avoir envoyé le service presse. Le premier, c'est L'heure bleue de Paula Hawkins. Je vous retrouve mon avis, parce que pour le coup là j'avais fait un avis un petit peu argumenté, donc dans ces cas-là j'aime bien vous les retrouver, comme ça je peux être sûre d'oublier aucun point en fait. Mais déjà je vous donne le résumé. Dans L'heure bleue, on y suit plusieurs personnages, notamment une artiste qui est maintenant décédée, qui était une artiste qui vivait un petit peu reclus sur son île, encore une fois en Irlande ou en Écosse. Je lis beaucoup de livres qui se passent en Irlande ou en Écosse en ce moment. Elle vit un petit peu recluse, elle vivait juste avec une amie qui s'appelait Grace, il me semble, Grace, je sais pas comment vous les prononcez, jusqu'au jour où elle est décédée, et elle a décidé de léguer toutes ses œuvres à une fondation, et le directeur de cette fondation, d'ailleurs qui est maintenant décédé lui aussi, était un petit peu l'ennemi juré de cette femme-là, donc on sait pas trop pourquoi est-ce qu'il a décidé de lui léguer, mais les gens qui s'occupent de cette fondation maintenant font pression pour récupérer les œuvres auprès de Grace. Et voilà un petit peu l'intrigue. On va aussi découvrir que dans une des œuvres de l'artiste, il y a une côte qu'on pensait animale qui en fait est humaine, sachant que le mari de cet artiste avait disparu quelques années auparavant, donc il va y avoir aussi tout ce côté un petit peu enquête sur est-ce que c'est elle qui avait assassiné son mari, on sait pas trop. Mais pour ce qui est de mon avis, déjà j'avais bien aimé l'atmosphère. J'ai trouvé que c'était très atmosphérique, il y avait une ambiance un petit peu très huis clos, très oppressante, ça j'ai trouvé que c'était très bien fait, mais c'est à peu près l'un des seuls trucs que j'ai bien aimé, avec le fait qu'il y ait toute une dimension autour de l'art qui était assez intéressante, le sujet autour de l'art, des collectionneurs d'art et de la vie d'artiste, j'ai trouvé que ça c'était assez intéressant, mais ça s'arrête là pour ce que j'ai aimé pour le coup. Déjà ça manque de surprise, ce qui est quand même très dommage pour un thriller, parce que moi c'est ce que j'apprécie, hein, j'ai envie d'être surprise. Là, tout était assez prévisible, les retournements de situation étaient prévisibles, et même les retournements de situation qu'on ne peut pas prévoir, ça reste
pas très surprenant en fait. C'est-à-dire que certes, je m'y attendais pas, mais je suis pas particulièrement impressionnée que ce soit ça le retournement de situation. Donc dans les deux cas, j'étais déçue. Et puis aussi, j'ai trouvé que le rythme était assez lent. J'avais l'impression de pas avancer, je suis passée d'ailleurs au format audio parce que j'avais vraiment cette impression de pas réussir à avancer dans le récit et que j'allais jamais le terminer si jamais je le mettais pas en audio. Et en parallèle de ça, le dernier point qui m'a vraiment dérangé, c'est le côté très antipathique des personnages. Ça m'est déjà arrivé d'apprécier des livres où les personnages sont antipathiques, mais là vraiment ils étaient insupportables. Il n'y a pas un seul personnage que je pouvais me voir en peinture, ils m'ont tous saoulés les uns plus que les autres. Et voilà. Plein d'aspects qui ont fait que franchement, là, les 2 derniers livres de Paula Hawkins que j'ai lus, ça ne fonctionne pas. Donc on verra si je retente encore, mais j'avoue que je suis assez déçue. Et le second livre que j'avais eu en service presse sur NetGalley, c'est Dernier meurtre au bout du monde de Stuart Turton, qui est celui qui a écrit Les 7 morts de Evelyn Hardcastle. Si je me souviens bien, j'avais hâte de découvrir celui-ci parce que je sais que c'est un petit peu un maître aussi des rebondissements et le résumé me tentait trop puisque ça se passe des années après qu'une sorte de brouillard ait émergé et ait tué quasiment la quasi-totalité en fait de la population. Soit les gens survivent dans des bunkers sous terre avec l'impossibilité de sortir, mais il existe aussi une île un petit peu au bout du monde où ils ont réussi à construire une barrière qui empêche le brouillard de rentrer et ils vivent comme ça depuis des années avec une société qui fonctionne entre villageois et les... comment ça s'appelle? Je me rappelle plus comment il s'appelle. En gros, les personnes âgées qui dirigent un petit peu tout, qui vivent plus longtemps, et on a les villageois qui sont un petit peu aux ordres et qui se posent jamais de questions, qui remettent jamais en cause en fait le système dans lequel ils sont, jusqu'au jour où notre personnage principal, Emory, va commencer à poser beaucoup de questions. On va dire pourquoi est-ce que ça se passe comme ça, pourquoi est-ce que eux ont des droits les plus âgés que nous n'avons pas, qu'est-ce qui se passe, et voilà. Va s'en suivre pas mal de choses. Déjà, j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré le côté dystopie, j'ai adoré le côté très sinistre, le fait qu'on connaisse pas trop la nature de ce brouillard, qu'on sache pas vraiment ce qui s'est passé, quelle est la nature de cette île, comment est-ce qu'elle arrive à survivre. J'ai beaucoup aimé aussi tous les mystères autour du fonctionnement de la société, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que certains ont plus de droits que d'autres. On avait les mêmes questions qu'Emory, on était dans le même état d'esprit de se dire on a autant envie de savoir ce qui se passe qu'elle, et ça j'ai trouvé que c'était très bien fait. On était avec ce personnage du début à la fin, on était en fait aussi dans la même bulle de secret où on sait pas ce qui se passe et on a envie de le savoir, donc ça j'ai trouvé que c'était très cool. Le problème étant qu'on a, je crois, la révélation du plot twist à peu près à la moitié, enfin du plus gros plot twist, en tout cas à la moitié du livre, et après ça perd vraiment en intensité, on n'a plus la même envie de tourner les pages parce qu'il y a eu le gros du secret en fait qui avait été révélé, et après ça j'ai trouvé que l'auteur avait vraiment du mal à nous accrocher autant qu'il avait réussi à le faire avec les premières pages. Et puis voilà, le rythme s'essouffle et les révélations qui viennent ensuite m'ont un peu laissé de marbre. Par contre, j'ai aimé tout le côté, ça pose des questions sur les évolutions technologiques et les questions éthiques que ça pose. Ça, j'ai trouvé que c'était assez bien fait et ça m'a fait réfléchir, ce qui est ce que j'aime aussi quand je lis. Après, ce que j'ai trouvé dommage, c'est que mis à part le personnage d'Emory, on a des personnages qui sont assez diversifiés et singuliers, mais pour autant, on a vraiment du mal à s'attacher à eux parce que on les voit tous en fait très peu, et quand on les voit, on a du mal à s'attacher à eux parce que je trouve que l'auteur n'arrive pas autant à nous faire ressentir leurs sentiments que le personnage d'Emory. Et puis surtout, il y a des questions auxquelles j'aurais bien aimé avoir la réponse qui n'ont pas eu leur réponse à la fin du livre, et ça me laisse toujours un petit peu frustrée, mais bon, c'est très personnel. Il y a des choses sur lesquelles j'aurais aimé, comme ça faisait partie de tout l'univers qui avait été créé par l'auteur, avoir des réponses. Je les ai pas eues, il n'empêche que je trouve que c'est quand même une très bonne lecture. C'est immersif, c'est intriguant et ça se lit quand même relativement vite. Et voilà, c'est tout pour mon bilan de lecture. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des livres que j'ai mentionnés, que vous avez lus ou qui vous tentent. Et puis comme d'habitude, à me dire en commentaire quelle a été votre meilleure et votre pire lecture du mois d'octobre. Et sur ce, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.